Finalement, vous refusez tout. Finalement, non, la mouvance refuse tout parce que non, vous pourquoi? refusez la proposition de loi sur l'amnistie, mais vous refusez également le dialogue national, les assises nationales. L'opposition demande également qu'on s'asseye pour parler. Mais oui. Quelle opposition? En 2019, on a un dialogue ici parce qu'il y avait des tensions dans le pays. Aujourd'hui, c'est 2026. Mais qui a boycotté? Mais je dis, mais quand vous dites on refuse tout, oui. Mais commencez par dire les choses dans l'ordre et des choses. Allez-y, dites-le. D'accord? Oui. Alors pourquoi, au nom de quoi, c'est la minorité qui doit indiquer la marche à suivre dans la République? C'est une demande, c'est un souhait. Quand une demande, c'est un souhait, oui. On n'impose pas la marche à suivre à la majorité. Mais personne n'a imposé. Mais c'est ce que la minorité tente de faire. Et j'ai déjà dit sur un plateau, le type de démocratie que nous voulons instituer, c'est la démocratie renversée. La pyramide renversée, comme la pyramide, dit. ouais, je paraphrase. Oui. Et donc, c'est donc la minorité qui va s'en imposer à la majorité. Et ça vous plaît de défendre ça tout le temps? Non, personne ne parle pas à des vous. questions. Ah, d'accord. Je ne parle pas de vous. D'accord. Ouais. Donc, c'était une opinion, défendre ça. Et tant qu'ils ne l'ont pas ainsi, donc c'est que les autres, là, ils sont des bellicistes. Oui, mais il y a une vague de dialogue un peu partout maintenant, en Afrique, en Algérie, en Égypte, en Afrique du Sud. Tout le monde, vous allez voir qu'il y a un vent de dialogue qui souffle. Tout le monde veut s'asseoir pour parler, soit du relèvement de l'économie, par exemple au Ghana, ailleurs. Malheureusement, personne ne s'assoit pour parler du relèvement. Déjà, le gouvernement que l'on a en est tellement conscient. Et vous savez, moi, j'ai une petite expertise en matière de dialogue politique. Vous savez, le dialogue, ce n'est pas les assises. C'est quoi donc? C'est une mauvaise compréhension du dialogue politique que de prendre le dialogue pour des assises politiques. C'est quoi donc? Le dialogue n'est même pas de la négociation politique. Le dialogue, c'est ce que nous faisons au Bénin. Pouvoir se parler déjà. On ne se parle pas. J'étais avec l'honorable Nourenou, je crois, hier ou avant-hier, à l'Assemblée nationale. C'était avec le président de mon groupe parlementaire, Aké, et où on parlait de ces questions. Je dis, mais vous n'êtes pas venu nous voir. Vous ne disiez pas et vous restez en l'air, vous dites que ce n'est pas bien ce que vous faites. On en discutait parce que l'ambiance de travail n'est pas si mauvaise que ça quand on est en aparté. Est-ce que vous voyez? Alors, le président Aké m'a raconté une anecdote. Ils ont eu une activité la fois dernière avec des députés d'autres pays, de notre pays, que je ne vais pas citer. Et puis, au déjeuner, ils étaient à table avec quelqu'un, démocrate. Et puis la dame s'approche pour dire, mais vous avez dit que vous êtes de parti adverse, non? Adverse, oui. Vous êtes de la mouvement de l'opposition. Il dit, je vais faire une photo avec vous. Chez moi, jamais. Vous ne pourrez voir ça. Jamais. Vous ne pourrez voir ça. Le fait qu'on va dans des discussions, qu'on se parle déjà, c'est le dialogue. À un niveau inférieur. C'est du dialogue. Mais ce n'est pas de ça que le peuple a besoin. Vous êtes d'accord que vos dialogues maintenant, ce qu'on appelle en aparté, dialogue ici, oui, voilà. Ce qu'on appelle dialogue, c'est que tant que la minorité n'a pas gain de cause, c'est que dans la conscience populaire, c'est qu'elle est taquinée. C'est dans notre subconscient. Hein. Et c'est notre culture un peu, que le faible, on suppose que le faible a toujours raison, faible entre griffes, hein, parce qu'on a dit majorité, minorité. D'accord? C'est ça. Nous faisons ce que nous voulons faire. Moi, je dis le problème qui se pose à la République. Donc là, Mabalo. Dites-nous, c'est quel problème? Permettez que je ne vous appelle plus monsieur. Allez-y. Le problème qui se pose à la République, c'est ceci. Oui. Voilà quelqu'un qui, en 2016, a vanté un programme, un projet de société à qui le peuple a fait confiance. D'accord? Il prend la barque du pays et ceux qui ont échoué lui disent que c'est leur vision à eux qui doit prospérer. Ce que moi je dis humblement aux gens, acceptez déjà que pour son mandat, que ce soit sa vision qui prospère. Mais ils sont dans leur rôle. Je dis non. Ils sont dans leur rôle. Non. Acceptez déjà que ce soit sa vision qui prospère. Et puis s'il y a déjà ce préalable-là, on peut s'écouter après. Mais le monsieur prend la bague, dit que moi, pour nous sortir de situation, moi, mon projet met le cap au nord.
Et vous qui avez échoué, vous rentrez dans la BAC et vous lui dites, piroguier, le cap doit être mis vers le sud. Vous ne vous écouterez pas. Vous demandez n'importe quel dialogue dans ce contexte, vous ne l'aurez pas. Vous le laissez mettre le cap au nord. Et puis après, donc là, vous lui soufflez à l'oreille. Moi, ma femme est enceinte. À 90 à l'heure, ça nous crée quelques soucis. Et ce piroguier, vous pouvez aller à 80. Il vous écoutera. Mais vous n'avez pas le sentiment que c'est ce qui est fait? Non, non, ce n'est pas le sentiment. L'opposition. Mais vous avez vu l'opposition? Vous avez vu l'opposition au Parlement? L'opposition fait des Même les choses les plus banales, oui. voter contre. Bon, il y a beaucoup plus d'évolution. Vous reconnaissez qu'il y a d'évolution? Mais il y a d'évolution déjà dans les attitudes et dans tout. Donc ça veut dire qu'en fait, ils prêtent flanc à une certaine décrispation. Mais la vie continue. La vie ne s'arrête pas. Pourquoi vous ne saisissez pas Mais cette la vie ouverture? continue. Laissez les choses aller. Jusqu'à Nous quand? avons une élection. Justement. Nous avons fait un code électoral. Oui. Après moult discussions. Voter à la majorité de l'Assemblée dans les règles de l'art. J'ai dit sur un autre plateau. Ce qui n'est pas tolérable en démocratie, c'est qu'une majorité, contre les règles établies, s'en impose. Je dis, nous sommes dans cette salle. Il y a un débat, il faut trancher. Nous discutons. J'ai fait cet exercice avec des enfants à l'école. Juste pour prendre le maillot de sport. Alors, celui à qui le maillot va être commandé dit, la classe, là, vous voulez que je vous confectionne des maillots jaunes ou des maillots rouges? D'accord? Alors, la plupart des enfants disent jaune, 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 jaune. Il y en a quelques-uns qui préfèrent le rouge. Donc là, on doit porter un maillot dans la salle. Quel maillot vous pensez qu'on doit... Quelle couleur de maillot vous pensez qu'on doit confectionner? C'est le maillot jaune. Même les enfants, c'est C1, j'ai posé cette question. Vous ne pouvez pas imposer, on en discute. Et puis après, il faut souffrir que ceux qui souhaitent, ils ne sont pas méchants. C'est leur vision. On ne peut pas vouloir imposer votre vision à ceux qui pensent majoritairement. Et quand on le fait comme ça, c'est comme si vous êtes des apatrides. C'est ce qui se dit dans l'opinion, c'est faux. C'est une question de vision. Le président Patrice Talon a dit, nous allons faire ceci. Nous allons faire des transformations structurelles. Nous allons faire des réformes. Et il a été de bonne foi. Vous savez, au début des réformes, la première révision constitutionnelle qui a échoué, mais il avait déjà dit dans son projet de société, non? Mais ce n'est pas pour ça qu'on a élu le président Talon. Oui, d'accord, mais... Mais attends, il n'y a pas de mais, vous évacuez très vite cette question. Non, non, pas du tout. Nous en parlons justement, le débat est là. Son projet de société, n'a-t-il pas indiqué qu'il allait réviser la Constitution? Oui, bien sûr. Et sur les aspects qu'il a appelés après? Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça le dialogue? Mais c'est ça le dialogue? C'est ça le dialogue? Il nous a dit, toutes tendances confondues, à la 7e législature, vous allez m'aider à réviser la Constitution. Et ça ne serait pas tout. J'ai une douzaine de projets de tests que vous allez m'aider à porter. Quand nous allons faire ça, quiconque prendra le pouvoir au Bénin pourra gouverner ce pays. Puisque ce pays-là était devenu à la limite ingouvernable. Et vous le savez. On a le sentiment que c'est une revanche qui est prise depuis l'échec de cette révision constitutionnelle. Non, ce n'est pas une revanche. Vous foncez droit. Pourquoi vous dites que nous fonçons droit? On a le sentiment. Pourquoi? C'est le sentiment qu'on a en fait. Et c'est le sentiment que l'opposition a. C'est justement pour ça qu'elle demande qu'on s'asseye à nouveau. J'ai fait une conférence la fois dernière. Parce qu'il y en a beaucoup, comme vous, parfois, qui se trompent de bonne foi. Pourquoi moi je vous pose des questions moi. Non, je ne parle pas sur le plateau. Ouais, d'accord. Ouais. Qui se trompent je ne me trompe pas, hein, je vous pose des questions par rapport à ce que j'entends. Je ne parle pas de vous, donc là, sur le plateau. Bon, ok, d'accord. Je parle des citoyens et de leur prise de position parfois que j'écoute. Oui. De toute façon, s'écoute. Nous sommes des enfants de ce même pays. Absolument. Et je dis que moi, parfois, quand j'écoute certains propos, je vous compte parmi ceux, les chroniqueurs, les journalistes et autres, que j'écoute, ce n'est pas vous seuls. D'accord. Qui se trompent parfois de bonne foi. Et moi, je dis, mon rôle, c'est de leur parler. Qu'est-ce que vous faites, ça? Alors, vous avez parlé d'amnistie. Oui. Qu'est-ce qui a amené les histoires? Vous savez. On en a parlé. On en a parlé. Exactement. Vous avez évoqué le code? Exactement. On en parle là? Oui, on en parle. Alors, la vision oui.
porté par le président Patrice Talon, que nous avons partagé avec lui. Quand je dis nous, c'est la majorité qui l'a écouté et qui a dit oui. C'est une préoccupation que beaucoup d'entre nous avaient avant même que vous ne veniez au pouvoir. Nous devons porter ça là ensemble. Certains disent que cette vision-là ne peut pas passer au 229. Nous discutons, d'accord? Mais c'est vision contre vision. Donc là, il faut trancher et avancer. En démocratie, c'est la vision majoritaire qui passe. Et ceux qui n'ont pas gain de cause continuent le combat politique jusqu'à inverser les rapports de force politique de façon à ce qu'on expérimente une autre vision. Mais élections. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Quand quelqu'un ne voit pas sa vision prospérer, parfois, il utilise les moyens non conventionnels pour se faire entendre. Et c'est interdit en démocratie. Vous avez vu en 2019, là, le code électoral, par celui qui est querellé là, dit qu'il ne faut pas faire des mouvements pendant la période de campagne. Vous le savez, ça? Oui. Mais vous en avez vu, non? Mais le même mais code... vous en avez vu. Oui, mais monsieur le député, vous en avez vu. Le même code, le même code a dit un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées non plus. Oui. Donc, Mabalo, vous avez vu, mais ces questions-là, on les a amenées ici, hein, je crois. Donc, on n'en parle pas alors. Sinon, je voulais parler des personnes, des civils, aller saisir chez des hommes armés des chars. Et vous dites, moi, j'étais chez moi ici. Et sur WhatsApp, les gens vous disent, bon, nous allons brûler telle station, et 10 minutes après, on brûle cela. On ne va pas refaire l'histoire. Tout ça... Mais c'est ça. Mais ceux qui ont fait ça... Oui. Donc, on a amnistié une fois. Après, les gens sont repris. On amnistie. Et puis après, on va reprendre. C'est ça que vous voulez pour la cité? Mais est-ce que ça empêche de s'asseoir et de parler? Mais on parle au quotidien, mais nous parlons. Mais non, ce n'est pas vos discussions en aparté. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Il ne s'agit pas de vos discussions en aparté entre députés de la mouvance de l'opposition. Il s'agit d'un dialogue national. Il s'agit de tous ceux qui animent la vie politique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que justement, vous l'avez dit, on va à des élections. Mais attendez, vous avez donné le pays à quelqu'un qui accomplit régulièrement son mandat. Les institutions de la République fonctionnent régulièrement et tout. Parfois, on n'a pas le temps de discuter. Mais tout le monde craint pour 2026. Mais quand quelqu'un n'est pas d'accord, il ne s'en impose pas. D'accord, mais OK. Ce que j'allais vous expliquer, c'est ceci. Allez-y, monsieur le député, je veux bien vous comprendre, oui. Nous disons, et nous avons toujours dit avant que ne vienne au pouvoir le président Patrice Talon, que la manière dont les partis politiques animer la vie politique n'était pas bonne. Et vous êtes d'accord. Le diagnostic est connu de tous. De tous. Oui, bien sûr. Sauf qu'avant Patrice Talon, qui a proposé quoi de façon concrète? Vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas me donner un seul exemple. Donc, il faut donner un contenu. OK. Maintenant, ceux qui n'ont jamais rien proposé peuvent ne pas être d'accord. Je suis d'accord. Quand je propose un contenu que vous n'êtes pas d'accord, ça se discute. Même il y a de la flexibilité. Je pourrais vous dire, même avec le premier code intervenu en 2018, sur ce qui est le plus querellé aussi, 15, 20, 10%. Mais au BMP, on était parti à 20% depuis ce moment-là. Mais c'est les discussions. On dit non, personne n'a jamais eu, il faut faire ceci et tout ça. Les discussions avec le chef de la majorité et tout. Je dis d'accord, juste milieu, on va à 15. Donc ce n'est pas défaut d'avoir discuté. D'accord. Le problème, c'est que quand on a fini de discuter, vient le moment de prendre la décision. Et quand on prend la décision, ceux qui n'ont pas gain de cause disent ça ne se passera pas, on ne peut pas appliquer. Et cette manière de faire, je pense que c'est le rôle du quatrième pouvoir de dire que ce n'est pas démocratique. Et dire aux gens de ne plus faire ça. Parce que quand vous demandez aux autres de toujours faire des efforts, on a un ministère, je ne suis pas venu vous voir avant d'accorder l'amnistie en 2019. D'accord? Donc, on ne peut pas demander aux mêmes faits et avec les mêmes erreurs, les mêmes fautes et les mêmes attitudes. Est-ce que le code sera si nous avons la majorité réélu? Si nous avons la majorité... C'est le vrai débat aujourd'hui. Donc là, Mabalo,
si nous avons la majorité autour donc, de la relecture du code, ça sera... Mais la majorité, c'est vous. Mais si nous n'avons pas la majorité, ce ne sera pas réuni. Mais la majorité, c'est qui? C'est vous qui êtes la majorité. Parce que si vous décidez aujourd'hui, vous et le président de la République... Je suis très à l'aise dans ce débat. Si vous décidez aujourd'hui que le code soit réélu, il sera réélu. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit réélu si ce code-là me convainc? C'est ça le quiproquo. J'ai dit à un de vos confrères, face à une proposition donc, de mon ami, Guy Mitokwe, ancien compagnon de lutte, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Non, c'est pas je le dis, c'est factuel. Je vous laisse la paternité de... Oui, absolument, et vous le savez, ça. Alors, il dit non, que lui propose qu'on mette la barre à 5%. Et je dis, si on met la barre à 5%, ça ne va pas dans le sens de l'objectif visé. Qui est? Qui est de parvenir à de grands regroupements politiques. De grands partis qui s'atteignent au pouvoir. D'accord. Et quand je le dis, il y en a qui font des confusions rapides. On ne force personne à la fusion, au regroupement et consorts. C'est-à-dire, on met les critères de façon à ce que vous pouvez être un parti politique régulièrement constitué, vous avez votre récépissé, vous allez exister, mais vous réaliserez vous-même que vous n'aurez jamais aucun élu communal, que vous n'aurez jamais aucun député, et que vous, dans le temps, vous ne parviendrez à parrainer personne. L'attelage, c'est l'objectif que cela vise. Pour que vous-même vous réalisiez que sans vous mettre ensemble avec d'autres, vous allez exister comme parti politique, mais vous serez parti WhatsApp. C'est ça l'objectif. Ça vous arrange? Ça arrange le pays. Donc, ça vous arrange? Ça arrange le pays. Ça arrange vos enfants. C'est ça qui arrange la postérité. Parce qu'en même temps que vous parlez de 20%, vous avez la possibilité, entre partis de la mouvance, d'avoir chacun 10% et de faire rapidement votre accord de gouvernance. Mais qui n'a pas cette possibilité? Mais quel parti? L'opposition dit qu'elle n'a pas cette possibilité. C'est ce qu'elle dit. Et vous croyez quoi, vous? Non, il ne s'agit pas de moi. Moi, je vous dis... Je vais leur répondre alors. Répondez-leur, monsieur le député. D'accord. OK. Cette plaquette-là, ça a été élaboré sur la base des données factuelles qui existent au ministère de l'Intérieur. D'accord? Dans une conférence que j'ai animée à Zalaï le 8 avril. Dans le pays aujourd'hui, vous avez 11 partis politiques plus 1. Je vais dire 12, je ne sais pas le destin juridique du 12e. C'est le parti politique, le libéral, je crois que ça s'appelle. Oui, le libéral. Si vous mettez, ça nous fait 12 partis régulièrement déclarés au ministère de l'Intérieur. Dans les 12 partis, il n'y en a que 4 qui sont de la majorité présidentielle. 4 déclarés. Il y en a 5 qui ont fait la déclaration d'opposition. Parce que c'est ça aussi. Pour être opposant au Bénin, il faut faire la déclaration d'opposition. Mais vous recevez certains sur vos plateaux qui se réclament opposants, mais qui n'ont pas fait cette déclaration. Je dis, ils peuvent se sentir opposants. Là n'est pas le problème. D'accord. Je remarque simplement que dans les 3 partis qui restent là, il y en a au moins 2 qui participent aux réunions de l'opposition. Vous faites de la mathématique là? C'est la mathématique. Donc quand vous prenez les 5 qui ont fait leur déclaration d'opposition, plus les 2 qui participent à leur réunion, ça fait 7. Ça fait 7 contre 4. Et en quoi ils ne peuvent pas réunir les conditions? Encore que nous ne sommes pas encore allés aux élections. Parmi les 7 là, je réalise qu'il y en a au moins un qui se réclame être le peuple tout entier. Et vous le savez ça. Et ce qu'on demande donc au parti peuple, c'est de parvenir à réaliser 20 sur 100 partout. Donc quand on prend 5, vous avez 1. Et vous dites qu'on vous a exclu, alors qu'on n'est même pas allé aux élections. Donc vous leur conseillez d'attendre, d'aller aux élections. Mais ce n'est pas la conseiller, c'est ce qui est normal. Vous allez aux élections. Parce que si je prends cette perception des choses, ils sont les mieux habilités dans la République aujourd'hui à remplir les conditions. Ils sont le peuple tout entier.
Donc il n'y a pas de problème. Donc je ne comprends pas ce discours. Et vous pouvez me l'expliquer quand on sera en inbox, peut-être. Alors, dans la latine, on comprend clairement qu'il n'y a pas d'espoir pour relire le code électoral. En fait, c'est consommé. Qui est-ce que ça n'arrange pas? Ça devrait arranger les grands. Moi, je ne me dis pas grand. Mais c'est ceux qui se disent grands qui crient le plus, c'est pas normal. C'est anachronique. D'accord. D'accord, c'est compris. Alors, on va, si vous permettez, ou bien vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce Non, j'ai rien à ajouter. Si vous avez des questions, parce je suis prêt à vous répondre. Après aussi... non, moi, je suis prêt à répondre. Parce que ce que nous voulons avoir, c'est que ce ne soit que les grands qui s'alternent au pouvoir. D'accord. On peut avoir 10 000 partis politiques dans le pays, mais qui est que les grands qui s'alternent au pouvoir. C'est ça l'objectif. Si c'est cet objectif que j'ai, et que vous dites d'aller discuter, pour que j'introduise des clauses qui m'écartent de cet objectif, vous n'allez pas m'avoir. Et ce n'est pas pour moi, ma personne. D'accord. Mais après, il y a une polémique après qui a surgi également sur les 20% où certains vous ont entendu dire à la fois que vous avez parlé de la reprise possible des élections. Je vais clarifier cela. Il faut clarifier si on n'a pas les 20%. Et puis après, on a dit que vous n'avez jamais dit ça. D'accord. Donc c'est l'occasion de clarifier peut-être. J'ai déjà amené la réplique automatique. Oui. Et quelques personnes de mauvaise foi qui manipulent ce genre de choses se sont répliquées. J'étais sur le plateau de votre collègue Adi Bocha. J'ai oublié le nom de cette Valentin, je pense. Voilà. Bien sûr. Où j'ai été interpellé sur quelque chose que j'ai eu à dire juste au lendemain du vote du code électoral, qu'on a attribué à la conférence que j'ai donnée le 8 avril. 8 avril. Et j'ai dit à ma conférence du 8 avril, je n'ai jamais dit ça. Parce que ce que je dis qui n'est pas faux, les réseaux sociaux ont pris ça. Donc je n'ai pas envie d'aller dans la diversion. Parce que nous avons l'habitude de laisser le principal et d'aller dans les vêtilles et dans la diversion. On utilise ça comme moyen de diversion et je n'ai pas envie de perdre mon temps dans la diversion. C'est pourquoi je n'en parle plus. Sinon, ce qui se fait, c'est que au lendemain du vote du code électoral, la journaliste de l'OITB ont dit... La télévision nationale, oui. Et si, aux élections, personne n'arrivait à avoir les 20%, ce qui est mathématiquement un cas plausible. Oui, absolument. Que la loi n'a pas prévu. On appelle ça, ce qu'ils disent là, un cas d'école. Il y a certaines choses, vous savez très bien que les probabilités de survenance de la chose sont très faibles. Mais vous l'évoquez pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des études. Je dis, c'est un cas d'école. Évidemment, il y a une possibilité mathématique que cela survienne, ce cas. Donc, tranchons cette possibilité. Ce n'est pas parce que le législateur ne l'a pas perçu. Mais d'hypothèse en hypothèse, on a dit, bon, de toutes les façons, notre arsenal juridique est tel que nous avons une cour constitutionnelle qui va trancher. Si ça advenait. Ouais. Moi, je ne crois pas que ça puisse advenir dans le montage qui est fait. Parce qu'on n'a pas dit que 20%. Quand on a dit 20% et que c'est manifeste que ça peut être difficile à réaliser, il y a une disposition subséquente qui dit, au cas où personne n'aura les 20%, ce qu'il faut faire. Non, non, non. Pour éviter ce que vous dites, avant d'aller aux élections, on peut faire les accords de coalition parlementaire. C'est toujours pour éviter le cas qui est mis. Mais ça, malgré ça tout ça, arrange. malgré ça, mathématiquement, ça peut survenir. Nous sommes dit, le législateur s'est dit, la Cour est là. Mais quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que la Cour va trancher? Je ne suis pas la Cour. Mais dans les hypothèses de la Cour, il y a le fait que la Cour puisse dire de reprendre les élections, non? C'était une hypothèse simplement. C'est une hypothèse. Okay. Ça a été utilisé pour de la diversion. On a dit, ouais, irresponsable, il sait ce que coûte une élection dans le pays qu'on sort. Voilà. On fuit le débat, on va faire de la diversion. Voilà le contexte. Ce n'est pas faux. Rien de ce que j'ai dit n'est faux. On me l'a attribué pour ma conférence du 8 avril. J'ai dit non, je n'ai jamais dit, puisque je n'ai pas voulu redire ça comme ça. Quoique ce ne soit pas faux. Hein, d'accord. Pour ne pas alimenter la diversion. Les gens sont habitués à la diversion. D'accord. Et puis après, j'ai vu mon ami et frère que j'estime beaucoup. Je connais sa famille et tout, Djanotin, qui doit avoir quelques douleurs à vivre en exil. Alors que c'est voilà, des prisonniers politiques. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait fuiter des documents administratifs. Quelqu'un qui a été garde des Sceaux, c'est ce qu'on lui reproche.
il est allé là-bas, il insulte ici, au lieu de faire le débat. Bon, on a décidé de ne pas lui répondre. Il n'a jamais été contre un débat, en fait. Mais on reparlera de ça, mais il n'a jamais été contre un débat, il faut le préciser, monsieur le député. Alors que lui, il dit, ben, les ordres à la date, un homme de théâtre, c'est de l'inculture de dire ça, non? Non, je ne sais pas. Alors, s'il suffit d'être... Ce n'est pas faux. Mais s'il suffit d'être... député, on l'a connu ici, justement, dans ce milieu. Dans la lutte citoyenne, non? Absolument. Donc, ce n'est pas faux de le dire. Ce n'est pas une insulte de le dire. Mais c'est une insulte de dire ça. Non, pourquoi? C'est de méconnaître ce que c'est que le monde de la culture. D'accord. C'est quelqu'un qui a utilisé ses capacités. Donc là, ma balle. À faire de l'animation citoyenne. Oui. Les téléfilms qu'on faisait là, qu'est-ce qu'on disait dedans? Les bonnes pratiques, lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. C'est pas ça qu'on disait? On le fait pour qui? Pour la cité? Mais il n'a fait que dire ce que vous faisiez. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il utilise ça pour dire une telle personne ne devrait pas se retrouver à la représentation nationale. Inculture totale. Justement, c'est celui qui a ce profil-là qui est le mieux outillé à aller là-bas. Ce n'est pas quelqu'un juste parce qu'il va prier, qui se retrouve là-bas, qui a la capacité. Vous comprenez ce que je dis là? Parfaitement. Donc ce débat-là, c'est tellement surbaptême que ce n'est pas bien de le dire. C'est parce que ce genre de discussion nous amène vers là qu'il faut l'évoquer. D'accord. Vous voyez? Monsieur Orden Aladati, monsieur le député, il faut le dire, j'ai évoqué quelques sujets. C'est vrai que le temps passe très vite, mais on va en parler. Je ne sais pas si vous avez une douleur personnelle à en parler, mais il s'agit aujourd'hui du désamour entre l'UPR et le PRD. On ne vous a pas entendu jusqu'à présent sur cette question. Quel est votre sentiment aujourd'hui, après tous les déballages entendus ça et là? Bon, il n'y a pas de déballage qui tienne. Vous pensez qu'il n'y a pas de déballage? Non, il n'y a aucun déballage. Avec tout ce qu'on a dénoncé comme vice dans le... Je vais en parler si on a du temps. Allez-y, allez-y. On va trouver du temps pour ça. C'est un sujet délicat pour moi parce que le président Ngwedi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je me targue de dire que c'est mon ami personnel. Je pense qu'il a de l'estime pour moi. Ça me peine beaucoup, comme l'autre sujet qu'on a évoqué. Oui. Mais puisque la question est sur la place publique, on est obligé d'en parler. Parlons-en. Je n'irai pas dans les débats juridiques. Mais pourquoi l'UPR n'a pas fait toutes les formalités administratives? Mais qu'est-ce que l'UPR n'a pas fait? Ça, les formalités, parce qu'on dit clairement qu'on a demandé au président Diagbeno de conduire les formalités et que tout non, je vais vous dire la chronologie des choses. Ça, tout a été fait. Quand vous relisez tout, tout a été fait. Il y a du dol par endroit, mais tout a été fait. Il y a eu du dol? Je crois. D'accord. Alors, parce qu'il y a un comité qui a été mis en place, auquel j'ai appartenu, un comité mixte. Il y en a un qui s'est s'occuper de ces questions des textes, présidé, coordonné par le président Diagbeno lui-même. J'étais membre de ce comité avec deux autres membres PRD, Winsa David, paix à son âme, mon nom. Et moi, je représentais l'UP avec le président Diagbeno dans ce groupe de travail qui nous a conduits vers la fusion. D'accord. La première chose qu'il a fallu faire, c'est d'avoir l'autorisation de nos partis pour entrer dans le processus de discussion. De notre côté, la direction exécutive nationale a été saisie de la question, a autorisé, et le bureau politique a autorisé. Président Diagbeno, haute direction du parti, allez-y, conduisez les réflexions, les discussions. Du côté du PRD, le Conseil national a pris la décision d'engager le PRD dans la discussion. D'accord. Première étape. Deuxième étape, les discussions ont abouti. On a rendu compte aux instances pour ce qui concerne l'UP, à la direction exécutive nationale et au bureau politique. On dit très bien, ça nous convient, allez à l'accord. Sans congrès de dissolution. Parce que c'est ça qui est reproché justement. Il n'y a pas eu de congrès de dissolution. Il ne peut pas en avoir. Comment? Il ne peut pas en avoir. Je vous donne deux cas
de démarche. Quand vous prenez la démarche avec le PRD, nous sommes rentrés dans une démarche de fusion. Mais il ne vous aurait pas échappé qu'en dehors du PRD, il y a beaucoup de partis qui ont rejoint l'UP, ou l'UP le renouveau après. Oui. DUD, dirigé par Valentin Khouré. Oui. Le LNA, dirigé par Yarou. Le PER, dirigé par Nathanaël Kouti. Le parti de Irénée Agossa, dont le nom m'échappe. Quand je prends l'exemple du DUD, oui, du PER, du LNA, ils sont allés dans leur instance dédiée pour prononcer la dissolution de leur parti. Le PRD ne l'a pas fait. Attendez. Et ce parti dissous ne pouvait plus venir fusionner avec l'UP ou l'UPR. Puisque vous êtes dissous. Oui. Ce qui n'existe pas ne peut pas venir fusionner. Donc, ce parti dissous, les militants étaient laissés à eux-mêmes. Et chacun d'entre eux, pour ceux qui le souhaitent, sont venus adhérer à l'UP. Comme c'était intervenu après la fusion, donc ils sont venus adhérer à l'UP le renouveau. D'accord? Oui. Mais pour le cas du PRD, ne peut pas se dissoudre avant. Puisque nous sommes dans une procédure de fusion, il faut que le parti existe pour fusionner avec un autre. Le PRD dit aujourd'hui... Vous comprenez, ce n'est pas ce que le PRD dit. Suivez la logique des choses. Non, nous suivons. Non, je dis... Mais il se fait qu'aujourd'hui... Le PRD n'avait pas besoin de se dissoudre. Si le PRD s'était dissous, il ne pourrait plus faire la fusion. Il faut le savoir, ça. C'est basique. D'accord. Il faut le retenir, ça. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit ou pas. Si le PRD s'était dissous, aucune fusion ne pourrait être possible. Les militants pouvaient venir adhérer, mais on n'aurait pas parlé de fusion avec un partage de logos et consorts. Donc l'UP aussi n'a pas été dissous. L'UP non plus n'a été dissous. Okay. Moi, le parti auquel j'ai appartenu, Alternative Citoyenne, avant d'aller à l'UP déjà, est allé se dissoudre à Abomey. Et chacun d'entre nous a déposé son dossier de membre fondateur pour un membre de l'UP. Vous comprenez? Si Alternative Citoyenne a pu se dissoudre, comment alors avez-vous fait la fusion avec l'UP? Puisque vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas... Vous comprenez ce que je dis? On n'a pas fait la fusion avec l'UP. D'accord. Alternative Citoyenne s'est dissous. Et l'individu Orden Aladati est venu déposer son dossier en tant que membre fondateur de l'UP. C'est ce que Joseph Diogbeno a fait, c'est ce que chacun a fait. Et c'est ce que les membres du PRD auraient dû faire? Non. Dans le cas du PRD, oui, on est rentré dans un processus de fusion cette fois-ci. Ça veut dire que les instances habilitées à autoriser la fusion l'ont autorisé. Et les deux parties ont dialogué et sont parvenus à un protocole d'accord pour consacrer la fusion. D'accord. Et la fusion a été popularisée au grand jour, au stade, à Porto Novo. D'accord? Et le président Diogbeno a été mandaté pour déposer au ministère de l'Intérieur les actes consacrant cette fusion. Ce qui a été fait. Dans le cours des choses, comme élément à déposer dans les actes, il fallait le récépissé du PRD. Mais une confusion qu'il faut lever tout de suite. Oui. Le récépissé dont il s'agit, ce n'est pas le premier récépissé d'après les réformes. En 2018 et autres, quand donc, le PRD s'est conformé, attendez, de récépissé définitif. C'est bon, non, c'est bon à savoir cette nuance. Allez-y. Après la réforme de 2018, dans la perspective des élections qui ont suivi, n'est-ce pas, le PRD s'était déjà conformé, a reçu son récépissé définitif. D'accord? Il se fait simplement que le PRD a eu un autre congrès et a changé ses statuts. Et quand vous le faites, vous saisissez à nouveau le ministère de l'Intérieur qui vous donne un récépissé consacrant l'évolution intervenue dans vos statuts et dans vos organes. Le récépissé dont on parle là, récemment, c'est de ce récépissé qu'on parle. Ce n'est pas le premier récépissé de mise en conformité du PRD, là, ça c'est à part. Il faut le savoir, ça. Cette nuance, elle est capitale.
Donc, pour déposer les actes de notre fusion au ministère de l'Intérieur, on avait, le président Djogbenou n'avait que le récépissé provisoire. Mais ce récépissé provisoire consacrant l'évolution intervenue dans la vie du PRD. Je pense que je me fais comprendre. Allez-y. Et c'est pour ça suivons votre démonstration. Que le PRD a demandé à avoir son récépissé, sur demande donc du PRD. Et 2-3 jours après, le ministère de l'Intérieur lui a donné le dit récépissé. Pourquoi est-ce que le ministère Mais nous avons fait la fusion, mais on n'a pas encore consacré les actes de la fusion au ministère de l'Intérieur. Mais malgré ça, pourquoi est-ce qu'après la fusion justement, on donne encore un récépissé définitif? Mais pourquoi la fusion, c'est entre nous? Nous sommes en train de vouloir déposer nos actes. Oui. Pas l'affaire du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a UP. Il doit savoir de quoi il s'agit. C'est de l'amalgame. Comment? Non, en fait, non. On est obligé de considérer. Mais les ministres, c'est l'administration. Ils ont de l'appartenance politique aussi. Donc, il est censé savoir tout ce qui se passe comme tractation. Mais c'est le ministère et c'est l'administration. D'accord? Votre oncle décède. Si vous avez besoin de faire quelque chose, vous n'irez pas demander son acte de naissance? Parce qu'un temps, il a décédé? Vous pouvez le faire, non? Et donc, on va dire, non, parce que votre oncle est décédé, on ne vous délivre plus. Non, c'est ça? Ou bien, non, attendez. Donc, j'explique le cours des choses. On a fait la fusion, il faut aller consacrer les actes. Pour pouvoir constituer tout le dossier, on avait besoin du récépissé définitif du PRD. Et le PRD l'a demandé, on lui a donné. D'accord? D'accord. Ça n'a rien à voir avec l'étude du dossier de l'UP Le Renouveau. Et le dossier a été bien complet. Et on a donné le récépissé à UP Le Renouveau. Un peu moins de 3 mois après, on a radié l'UP et on a radié le PRD. De la même façon, le ministère de l'Intérieur a radié les partis qui se sont autodissous. Parce que quand ils se sont autodissous, ils ont déposé les actes au ministère de l'Intérieur pour dire nous sommes dissous, conformément à tel, nous n'existons plus. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il ne devrait pas avoir. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est parce que vous avez évoqué la question. On est obligé de évoquer la question. Comment on gère politiquement la question? Mais ça crée quand même un problème politique. Parce mais comment on gère? Vous avez vu, oui, vous avez vu le président Djogbenou aller chez tout ça là. Parce qu'on a dit dans les tests de UP Le Renouveau que nos différends, les questions difficiles qui pourraient advenir entre nous, se discutent par la négociation, le dialogue, la médiation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le PRD dit que le président Djogbenou... Ce n'est pas le PRD qui a dit ça, c'est les hommes qui ont dit ça. Le PRD n'existe pas, le PRD ne peut pas dire ça. Le PRD ne peut pas dire ça. Le PRD, non, commençons pas à utiliser le président du PRD, si vous voulez... Non, pas du PRD. Le président Ngoumbedji, je vous suis. Je ne vais pas faire... Si vous voulez me suivre, pour que l'opinion suive. Je vous suis, d'accord. Pour dire le président de l'SPRD, alors. Le président Ngoumbedji... C'est plus simple. Le président Ngoumbedji a dit clairement que le président Djogbenou n'a été élu par aucun congrès et que l'UP, justement, n'a pas fait de congrès pour installer ces instances et que l'UPR sera également dans une certaine illégalité par rapport, justement, au respect des procédures. En tant que militant, je lui concède de dire des choses. Parce que le président Ngoumbedji est militant de UP Le Renouveau. Justement... et puis, les instances de l'UP Le Renouveau actuel au sommet, c'est quoi? Nous venons de mettre, pendant longtemps, depuis 2018, nous n'avions pas mis en place nos structures de base. Mais au sommet, vous avez à la cime donc, du parti, la haute direction du parti. Vous descendez un peu, vous avez les directions exécutives, la direction exécutive nationale. Et vous avez le bureau politique, qui est beaucoup plus large. C'est des organes de transition. L'Union progressiste, le renouveau, a mis en place une transition. Ça dure, hein, la transition. Ah, mais c'est nos problèmes internes. C'est nos problèmes. C'est ça qui fait réagir aussi. C'est nos problèmes internes. Je vous ai dit que de 2018 jusqu'en 2024, voire 2025, on n'avait pas mis en place nos structures de base à l'UP. Nous venons de nous mettre ensemble. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Ce n'est pas évident. C'est des partis qui ont évolué, qui parfois dans le passé se sont combattus, vous le savez. Donc il faut donner le temps au temps. Et nos instances de décision ont décidé d'une période de transition
que nous utilisons pour mettre en place toutes ces structures. Ça finit quand, la transition? Après, on peut avoir des contraintes. Vous savez pourquoi il a été difficile pour nous de mettre en place des structures de base? Dites-nous. Parce que nos responsables, à chaque fois, on dit, à la veille des élections, ne faites pas. On a mis en place le parti en 2018. Je parle de UP. Oui. Déjà en 2019, il fallait affronter les élections. Mettre en place les instances à ce moment-là, critique, ce n'est pas bon pour le parti. On devait le faire juste après les élections de 2019, il y a eu 2020. Juste après 2020, on devait le faire, il y a eu 2021. Ce n'est pas des prétextes, ça? Ce n'est pas des prétextes, c'est des contraintes politiques. Oui, mais aucun parti, c'est nous, c'est pour notre confort politique qu'il faut faire ces choses-là. Personne ne va nous dicter ça. C'est nous qui regardons le timing, qui regardons les contraintes, les contingents, et les instants du parti prennent les décisions qui siègent. Quelle issue envisagez-vous pour cette situation? Non, on va discuter. Oui. Nous allons continuer la médiation telle qu'on dit. C'est ce qui nous arrange. C'est parce que nous avons voulu être ensemble avec nos camarades du PRD que la démarche a été faite. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, personne ne traque personne. Nous continuons la discussion. Le PRD se plaint de ne pas être suffisamment représenté. Le PRD n'existe pas, ne dites plus ça. Qui se plaint? Je vous suis, parce que tout à l'heure, vous avez dit le PRD aussi. Donc, de ne pas être représenté dans les instances de l'UPR. Si vous me dites que l'UP se plaint, si vous me dites que l'UP se plaint, le PS se plaint, DUD se plaint, je vais vous dire que ce sont des partis radiés. Donc le PRD ne peut se plaindre de rien du tout. Le PRD est dans les archives. Pas d'écouter. Le PRD est dans les archives de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous insistez. Comme l'UN, le PSD, la Renaissance du Bénin, Alternative citoyenne, MADEP, comme tous ces grands partis qu'on a connus ici, sont dans les archives de l'Union progressiste Le Renouveau. Quand vous faites de la fixation sur le PRD, il y en a d'autres. Vous allez parler de la RB, je vais parler de MADEP. Vous savez que ces partis-là ont existé dans ce pays-là, et de très grands partis. PSD, MADEP, Renaissance du Bénin. Hein? Peut-être que ces partis avec des alliances. Peut-être que ces partis aussi attendent leur tour de réaction. C'est pas ces partis ne peuvent plus réagir. Des hommes peuvent réagir, nous allons discuter, nous allons régler nos problèmes. Mais des partis ne peuvent plus réagir. C'est terminé ça. D'accord. Nous avons eu votre opinion sur la question. C'est vrai que nous sommes totalement au terme de l'émission, mais je ne vais pas mettre un terme sans vous donner la possibilité en un mot ou en deux de dire exactement, puisque j'ai évoqué la question sur le rapport avec le Niger, la dernière position des autorités du Niger. Quelle lecture cela appelle de la part du député que vous êtes et du Béninois? Ce n'est pas une dernière position, la position de la junte au pouvoir au Niger est connue. Bon, je vais dire. Ça s'est renforcé parce que là, justement. C'est les autorités de fait du Niger. Et le Bénin, la Saline a dit, nous constatons. Alors, donc, ce n'est pas pour la première fois que donc, en fait, il n'y a pas de démarche du côté du Bénin nous avons ce genre de provocation. Mais je crois que pour le bien de la sous-région, de nos pays, de nos concitoyens, nous allons continuer de discuter. J'ai suivi sur RFI aujourd'hui qu'on a dit, malgré ces accusations, que l'ambassadeur du Niger n'a même pas été convoqué. Vous savez? Donc, nous avons une certaine hauteur pour la diplomatie béninoise pour gérer. Et je crois que nous devons suivre la diplomatie béninoise pour faire apaiser. Vous savez, je comprends ce qui se passe là-bas. Au Sahel aujourd'hui, c'est la manifestation des enjeux géostratégiques du monde. Il se joue dans le Sahel aujourd'hui des questions qui ne sont pas des questions qui relèvent du Sahel. On le sait ça. Et ça a des ramifications vers la côte. Quand vous entendez le président du Niger dire, on leur dit, tant qu'ils ne vont pas comprendre qu'il ne faut pas collaborer avec tel, nous n'allons pas. Vous voyez, c'est comme l'ambassadeur du Bénin a dit, on ne va pas se faire dicter notre conduite. Non, on ne va pas le faire, ça. D'accord. D'accord. Si on le sait comme ça, le reste, nous serons... Et j'ai entendu aussi sur RFI dire qu'il y a des démarches en cours pour qu'il y ait un ambassadeur au Niger, compte tenu des difficultés que nous avons eues la fois dernière. Donc, laissons le temps au temps. D'accord. On ne va pas mettre de l'huile sur le feu non plus. D'accord. La diplomatie du Bénin telle qu'elle s'exprime aujourd'hui me plaît bien. Fait de pondérance, fait de prise de hauteur et de dire nous sommes les mêmes peuples. Surtout que nous avons une menace terroriste qui nous secoue, nous tous. D'accord. Par le passé,
le Niger, l'armée nigérienne et l'armée du Bénin collaboraient face à l'extrémisme violent. Donc ce qui se passe là-bas n'arrange personne. Et le problème n'est pas le Bénin. Et je voudrais finir par ça pour dire que j'entends parfois sur les réseaux sociaux, le Bénin n'a rien fait. Il y a une position de principe affichée et depuis c'est passé. D'accord. La frontière du côté du Bénin, elle est ouverte. C'est du côté du Niger qu'on a bloqué la frontière. On va espérer que demain, qu'il y ait de l'éclair qui passe par là et qu'on comprenne que nous sommes... Il y a plusieurs sujets que j'aurais vraiment voulu aborder avec vous. Malheureusement... Vous avez voulu perdre tout le temps sur... Non, c'est des sujets d'intérêt national.